13h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue sur RTI 1 à la une de votre édition. Le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Kone, inaugure ce vendredi l'axe Yamoussoukro-Tiébissou, une autoroute longue de plus de 36 km qui fera le bonheur des automobilistes après sa livraison ce vendredi 16 décembre. À l'entame de ce journal, Mahama Traoré nous donnera toutes les informations sur le tronçon. Le gouvernement a procédé le 16 novembre dernier à un nouveau plafonnement des prix des produits de grande consommation pour s'assurer du respect de la mesure et de celui de l'affichage effectif des prix sur le marché. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère a lancé une opération d'information et de sensibilisation. Selon le président ghanéen, les miliciens russes du groupe Wagner seraient déjà présents sur le sol burkinabé. Il l'a annoncé au cours de son tête-à-tête à Washington avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en marge du sommet États-Unis-Afrique. Le porte-parole du gouvernement burkinabé n'a pas souhaité réagir à ces affirmations. L'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou est prête à être livrée. Elle est longue de plus de 36 km et sa réalisation a coûté environ 83 milliards de francs CFA. Le tronçon est inauguré ce vendredi par le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Kone, en présence de nombreuses autres personnalités et de notre reporter Alexis Ouedraogo. Alexis Ouedraogo qu'on retrouvera ce soir dans le 20h et dans nos éditions suivantes. En attendant cette livraison de l'autoroute aux usagers, Mahama Traoré est lui allé voir l'ouvrage. Il l'a pratiqué sur plusieurs kilomètres et ils nous ont dit beaucoup de bien. Carte d'identité d'un tronçon qui va énormément soulager les automobilistes. Une autoroute tant attendue. Au cœur de la savane du centre, elle s'impose désormais et fièrement. Elle a mis 4 années pour se frayer un chemin entre Yamoussoukro, la capitale politique, et le département de Tiébissou. 4 ans de labeur pour s'assurer de bâtir un ouvrage solide dans le temps et dans l'espace. Au final, une autoroute de 36,5 km reliant désormais Yamoussoukro à Tiébissou. Alors, comme je dis, ici, nous avons la structure de chaussée, c'est 80 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment du costaud. C'est une structure assez solide, voilà, qui va tenir pendant les 20 ans minimum de durée de vie de cette autoroute-là. L'ouvrage qui a été réalisé a été fait selon les normes de l'art. Nous avons respecté tous les cahiers de charges qui ont été définis pour l'entreprise. Toutes les prescriptions ont été définies et donc c'est une route de qualité que nous avons réalisée. Elle tient compte de l'agressivité du trafic et nous pensons qu'elle aura une bonne durée de vie avec l'entretien courant qui doit suivre. S'il faut donner tant de garanties, c'est parce que cette autoroute est appelée à supporter un trafic dense. Elle n'est qu'une section de la longue route qui mène vers les frontières du Mali et du Burkina Faso, un tronçon constamment emprunté par des camions poids lourds, des autocars et d'autres types de véhicules. Au fil du temps, la désormais ancienne route a fini par montrer ses limites. Hier comme ça, on était bloqué pendant 4 heures du temps vers Djibounois. Donc c'était une voie express là. On était déjà, depuis 18 h, moi je suis rentré à 22 h à Boaké. On a arrangé beaucoup pour aller à Boaké. Tous les jours on a oublié, quand tu fais le voyage à Abidjan-Boaké, tu vas au garage. La route là n'est pas bonne. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'accidents aussi. Voilà, si l'autoroute est finie là, voilà, ça nous plaît. On peut dire Dieu merci. La nouvelle voie, elle, n'entend pas décevoir ses usagers. Elle leur réserve une circulation avec des commodités. 4 passages routiers à raison de 2 fois une voie sur le sens aller comme retour. 6 passages pour les piétons. 3 échangeurs comme celui de Lolobo. Des ouvrages de drainage et d'assainissement, 104 au total, le long des 36,5 km. Un passage inférieur pour descendre vers Tiébissou. Vraiment, c'est une bonne voie. Voilà, il n'y a pas de problème. Je remercie M. Alassane Ouattara de bien vouloir nous aider comme ça. Des fois, tu arrives, il y a un camion qui s'est coulé, vous êtes obligé de faire au moins 2 heures, 3 heures, patienter pour pouvoir l'enlever. Bon. Or, avec l'autoroute, ça sera encore plus facile de circuler sur l'autoroute. Ça va nous permettre beaucoup
aller plus rapidement à Boaké. En tout cas, la petite voie, c'est des voitures, mais l'autoroute, je pense bien que ça peut nous arranger. L'ouvrage reflète également la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire portée par le président Alassane Ouattara. Les populations installées dans les villages situés dans l'emprise vont bénéficier de 6 marchés et de 10 forages. Pour honorer la facture de ce chantier d'Hercule, l'État a dû mobiliser 82,7 milliards de francs CFA avec le concours de la Banque islamique de développement. Cet ouvrage va avoir un impact positif, d'abord sur le moral de nos chauffeurs. Cet ouvrage va avoir un impact positif sur la durée de vie de nos véhicules. Et cet ouvrage va avoir aussi et surtout un impact positif sur la grave question de la préservation de la vie de nos passagers, de nos populations qui sont transportées. C'est ici, au pied de la rivière Caen, que l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou termine sa course. Un pont érigé sur ce cours d'eau va la relier à un autre tronçon autoroutier, la section Tiébissou-Boaké, dont les travaux sont en cours et devraient être livrés avant la CAN 2023. Un autre pas majeur vers la réalisation du projet d'autoroute Abidjan-Ouagadougou. Un magnifique reportage de Mahama Traoré, Dramé Lamine et Adama Sangaré. On va rester à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire, et c'est elle qui abrite le siège du Sénat ivoirien. Un Sénat dont la Commission des affaires économiques et financières reçoit tour à tour les membres du gouvernement pour présenter les programmes chiffrés pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les précisions de Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix Yamoussoukro, cadre qui sert d'hémicycle au Sénat. Les regards sont plongés dans les documents. Les budgets ministériels et ce à quoi ils serviront sont dévoilés. Plus de 665 milliards de francs CFA pour le ministère de l'équipement et de l'entretien routier. De nouvelles routes sont annoncées. Actuellement, nous avons environ 2000 km de routes neuves qui sont en construction. Il y a les anciennes routes qui sont dégradées que nous sommes en train de réhabiliter. Vous voyez plusieurs ponts qui sont en train d'être construits à Abidjan, le 4e pont, le 5e pont, l'autoroute de contournement d'Abidjan. Mais tous ces projets-là qui sont donc financés d'une part sur le budget de l'État et d'autre part avec les bailleurs, tous ces projets doivent continuer. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, 350 milliards 284 millions de francs CFA. Disponibilité de l'eau potable, amélioration du cadre de vie. 34 milliards 324 000 francs CFA pour le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. La lutte contre la cherté de la vie, un défi pour 2023. En 2023, on va poursuivre, notamment dans tout ce qui est relatif à la transformation industrielle du pays, les aménagements des zones industrielles, mais également aussi tout ce qui est relatif à l'encadrement des PME, parce que nous voulons des champions nationaux, nous voulons que ces entités qui sont des vecteurs d'emploi se développent, qu'elles grandissent et qu'elles nous rendent fiers. Ministère de la Culture et de la Francophonie, plus de 21 milliards de francs CFA. Ministère de la Communication et de l'Économie numérique, 84 milliards 614 millions de francs CFA. Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, plus de 42 milliards de francs CFA. Culture, communication, emploi jeune, faire mieux en 2023. Donc ça a été 3 secteurs avec des réformes importantes, avec des projets importants et pour seul objectif, donc l'amélioration des conditions de vie de nos populations est totalement en cohérence avec la vision et la politique du président Alassane Ouattara. Les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat ont validé l'ensemble de ces budgets. Ils seront disponibles dès janvier 2023 pour la marche de la nation. On rentre à Abidjan et je vous emmène dans les locaux de Côte d'Ivoire PME. Sur place, une quarantaine d'entrepreneurs ont reçu récemment des kits de production et de gestion des mains de Souleymane Diarra-Souba. C'est à l'issue du programme d'appui à la structuration des entrepreneurs initié par l'agence et son partenaire allemand GIZ. Selon le ministre, ces kits faciliteront la migration des bénéficiaires du secteur informel au secteur formel.
Ces kits de production et de gestion composés d'ordinateurs, de tablettes, de mallettes d'électriciens et de machines à coudre permettront à ces 40 entrepreneurs d'améliorer leur capacité de travail et à faciliter leur migration du secteur informel vers le secteur formel. Cette remise intervient dans le cadre du programme d'appui à la structuration des entrepreneurs PAS. C'est un merci qui nous vient du fond du cœur parce qu'on se rend compte que l'État passe en nous. Seulement 4% des PME en Côte d'Ivoire évoluent dans le secteur formel. Par ce programme, l'État veut inverser la tendance. En Côte d'Ivoire, le secteur informel contribue à plus de 40% du produit intérieur brut et à 89% des emplois. Ce secteur est caractérisé par une économie qui mérite une meilleure organisation et surtout plus de formalisation. Plus de 26 000 entreprises se sont enregistrées et 80% ont déjà reçu leur attestation. La stratégie a bien sûr consisté à les accompagner après le processus d'enrôlement, à pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Et aujourd'hui, ils sont présents ici. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs du secteur informel à se joindre à l'initiative. Je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques du secteur informel en vue de mieux structurer leurs activités. Les exhorter à adhérer pleinement à toutes les initiatives du gouvernement en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, dont la GIZ, met en œuvre afin de les aider à migrer vers le secteur formel. Selon les résultats de l'enquête régionale intégrée sur le secteur informel, réalisée en 2017 par l'Institut national de statistique, le secteur informel contribue à plus de 40% au produit intérieur brut et à la création d'emplois. C'était un reportage d'Emmanuel Nyangoran, Jean-Louis Gbangbo et Vakassa Karamoko. L'attiéké est un mets traditionnel ivoirien fait à base de manioc. Il est très prisé, il est consommé au-delà même de nos frontières. Ce patrimoine national se doit d'être protégé. C'est une question à laquelle réfléchissent les autorités et les experts de la question. C'est à l'initiative de l'OIP, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. C'était lors d'un atelier auquel a aussi pris part le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. On en sait plus avec Dangui Dangui et Ariel Ago. Attiéké, c'est la Côte d'Ivoire. Les experts recommandent l'usage de ce slogan dans la perspective d'une communication autour de ce patrimoine culturel national. Entre-temps, se poursuivent les réflexions pour aboutir à un enregistrement de l'attiéké par le système des indications géographiques avant la fin de l'année 2023. Ce sont là, entre autres, les recommandations de l'atelier de 2 jours sur la stratégie de défense et de promotion de la dénomination attiéké, un mets ivoirien aujourd'hui consommé sur tous les continents. À l'ouverture de cet atelier déjà, les autorités avaient souligné les enjeux de la protection de ce patrimoine culturel. Il s'agit, au terme de 2 jours de réflexion, d'identifier dans le dispositif, dans le système de la propriété intellectuelle, quel est l'outil le plus adapté pour nous permettre de protéger et de défendre l'appellation attiéké. Selon le ministre du Commerce, l'origine Côte d'Ivoire de l'attiéké ne souffre d'aucune contestation. Plusieurs écrits, propos, témoignages concordent pour le montrer, le prouver et le conforter. Et on en vient maintenant à cette conférence publique organisée récemment par l'AISA, l'Association ivoirienne des sciences agronomiques. Au cours de cette conférence qui avait pour objet la relance et la promotion de la culture des pommes de terre en Côte d'Ivoire, les résultats de plusieurs recherches sur la culture du tubercule ont été présentés. Voici le témoignage de Jean-Louis Gbangbo. C'est une rencontre qui a réuni des experts de l'Association ivoirienne des sciences agronomiques, AISA, enseignants-chercheurs, coopératives et producteurs autour de la pomme de terre. Leur but, promouvoir la production de cette denrée dont la consommation connaît un essor important depuis 2011 en Côte d'Ivoire. C'est une culture qui est très rentable. C'est pour ça que nous demandons à tous ceux qui veulent vraiment produire la pomme de terre de s'adresser à nous au niveau de l'AISA pour qu'éventuellement on puisse les accompagner dans cette relance de la culture de la pomme de terre en Côte d'Ivoire. Pour l'Association ivoirienne des sciences agronomiques, dont les recherches ont prouvé que la pomme de terre pouvait bien se développer sur le sol ivoirien, cette conférence reste une plateforme d'échange de connaissances en vue de booster la production ivoirienne et réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. L'importation de pommes de terre par la Côte d'Ivoire
est de 56 730 tonnes. Vous comprenez que cela engendre des sorties de devises évaluées à plus de 22 milliards de francs CFA. Et ceci pour faire face aux besoins de la consommation. Changer la donne et augmenter la production de pommes de terre, une initiative en droite ligne avec la politique de diversification des cultures vivrières telle que proposée par le Programme national d'investissement agricole de deuxième génération. Il faut que tous les facteurs soient maîtrisés sur la chaîne de valeur de l'agriculture, de l'agribusiness, et que tous les paramètres de l'agrobusiness soient judicieusement associés au processus des différentes chaînes de valeur. Quatrième production vivrière mondiale après le riz, le blé et le maïs et première production mondiale non céréalière, la pomme de terre a fait sa première apparition en Côte d'Ivoire en 1940 dans la région de Touba. Aujourd'hui, toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont favorables à la culture selon l'AISA. Voilà déjà un mois que le gouvernement a procédé à un nouveau plafonnement des prix des produits de grande consommation. C'était le 16 novembre dernier. Cette mesure court jusqu'au mois de février 2023. Le Conseil national de lutte contre la vie chère accorde du prix à son respect et insiste sur l'effectivité de l'affichage des prix sur le marché. Cette semaine, l'instance a lancé une opération d'information et de sensibilisation à Yopougon, au nord d'Abidjan. On en sait plus avec Michel Mambo. Le riz, le sucre, la viande de bœuf, la tomate concentrée, l'huile, le lait, les pâtes alimentaires. Dans le souci de préserver le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes, le gouvernement a de nouveau procédé au plafonnement des prix de ces produits de grande consommation. L'affichage systématique des prix plafonnés est exigé dans l'intérêt du consommateur. La secrétaire exécutive du CNLVC, le Conseil national de lutte contre la vie chère, est donc sur le terrain pour montrer l'exemple et faire respecter la mesure. Les prix plafonnés ont été arrêtés de concert avec les acteurs de chacune des filières. Et donc, ce sont des prix qui permettent non seulement à l'opérateur économique de continuer à travailler, de continuer à vivre de son travail, mais qui permet également aux consommateurs d'avoir accès à ces produits à un prix abordable. Donc, il n'y a aucune raison que ces prix ne soient pas respectés. Bel Air, rue Princesse, Selmer, l'opération d'affichage lancée dans la commune de Yopougon va s'étendre à tout le district d'Abidjan et aux villes de l'intérieur. Tant qu'une seule boutique ne respectera pas les prix plafonnés, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME sera sur le terrain et sera mobilisé. Parce que nous voulons que 100% des boutiques respectent les prix plafonnés. Bientôt, les fêtes de fin d'année, période de grande consommation. Le respect des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la vie chère, une préoccupation majeure pour le gouvernement. La Fondation Gbon Coulibaly a été présentée officiellement cette semaine aux populations de Korogo. La Fondation s'est fixée pour mission d'agir auprès des populations vulnérables pour leur bien-être. Le patriarche Gbon Coulibaly fut le géniteur du défunt Premier ministre Amadou Gbon Coulibaly et selon de nombreux témoignages, l'homme incarnait d'innombrables valeurs qu'il faut inculquer aux générations futures. Ami Sissoko, notre envoyée spéciale permanente dans la région du Poro. De la nature humaine, au-delà de Coulibaly, c'est la Côte d'Ivoire que je suis en train de saluer ici par l'acte de Coulibaly. Une fondation pour honorer la mémoire du père de l'ex-premier ministre Amadou Gbon Coulibaly et soutenir les personnes vulnérables. Dénommée Fondation Gbon Coulibaly, elle vient de lancer officiellement ses activités à Korogo. Une fondation au nom de Gbon Coulibaly de Gomblé pour exprimer notre fierté d'être les siens, pour perpétuer ses œuvres et pour dire aux jeunes générations qu'elles ont un exemple, un modèle à suivre. Un film témoignage des allocutions et des prestations artistiques ont meublé cette cérémonie. Les différents intervenants ont tous reconnu la grandeur d'âme de Gbon Coulibaly, son humanisme et son acharnement au travail bien fait. Un homme qui fit de l'épanouissement de son semblable sa raison de vivre. C'est légion, les étudiants qui arrivaient chez lui à Abidjan pour se présenter, pour dire leurs problèmes et qu'il l'aidaient. Si moi je veux parler de tout ce que moi seul je sais de Gbon Coulibaly, on ne finira pas. C'est une belle et heureuse initiative parce qu'en effet, Gbon Coulibaly
est dans la mémoire de tous les Sénoufos et cette fondation permettra de perpétuer sa mémoire. Sans oublier son illustre fils, mon compagnon et mon grand frère, Feu Amadou Gon-Coulibaly. Le député Gon-Coulibaly, c'est quelqu'un que nous avons beaucoup admiré, d'abord pour sa simplicité en tant qu'être humain, son humilité, son amour du prochain, sa générosité, son altruisme. Les domaines d'intervention de la Fondation Gon-Coulibaly sont entre autres la santé, l'éducation, le développement communautaire, la promotion de la culture. Elle vient d'offrir un groupe scolaire à Sissédougou dans la Bagoué avec l'aide de ses partenaires et un cas neuf au groupe musical traditionnel Solomigidjo de Korogo. Et justement, on va ouvrir le chapitre éducation et on s'intéresse à cette conférence publique organisée par le réseau d'action sur les armes légères en vue de sensibiliser les élèves sur le triste phénomène des congés anticipés. C'était dans la ville d'Issia, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Haut-Sassandra. La contribution des autorités locales à la prévention et à la lutte contre les violences en milieu scolaire, voilà le thème de cette conférence. Le phénomène des congés anticipés a causé l'an dernier d'énormes dégâts matériels dans plusieurs établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Cette année, à l'approche de la fête de Noël, diverses sensibilisations sont faites pour lutter contre ce fléau qui touche plusieurs villes, dont Issia, au centre-ouest du pays. Ici, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, Razalao, section Côte d'Ivoire, a initié une conférence publique à l'intention de la population, notamment les élèves. Thème retenu, la contribution des autorités à la prévention et à la lutte contre les violences en milieu scolaire. Tous ceux qui sont élèves, que ce soit les élèves filles, que ce soit les élèves garçons, nous disons de tout faire pour ne pas que la violence passe par eux. Nous, on les invite pour qu'ils soient des artisans de la non-violence et de la paix. Le premier magistrat de la commune a pour sa part appelé les apprenants à faire preuve d'exemplarité. C'est vous qui êtes la pépinière de la nation. On a donc besoin de prendre soin de vous. C'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que l'administration trouve cette activité importante et a décidé d'accompagner Razalao pour que, au sortir d'ici, chacun d'entre vous soit un enfant, un élève modèle. Cette recommandation, les élèves entendent l'appliquer à la lettre. Nous devons bannir la violence en milieu scolaire pour nous permettre de mieux nous focaliser sur nos objectifs. Il n'y a rien dans la violence. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de travailler pour que demain nous soyons les cadres de notre pays. La conférence publique organisée par le Razalao dans le cadre de la lutte contre les congés anticipés a réuni plus de 3000 personnes. Une marche de protestation contre les violences en milieu scolaire s'est tenue plus tôt dans la journée. Un reportage de Jean-Marc Djadji et Seydou Ouattara. Il y a du sport dans cette édition. C'est du foot et c'est le tournoi interministériel qui a eu lieu le week-end dernier à l'initiative du ministère des Sports. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, grand vainqueur de cette première édition. Reportage Patrick Dadier, RTI Sport. Les différentes équipes ministérielles ont rivalisé dans plusieurs disciplines, notamment au Maracana, le handball, plusieurs jeux traditionnels et loisirs. Au Maracana, après plusieurs confrontations, ce sont les agents du ministère de l'enseignement technique, professionnel et de l'apprentissage qui affrontent ceux de l'emploi et de la protection sociale en finale. Une finale qui tourne à l'avantage des agents du ministère de l'emploi et de la protection sociale 1-0 après une séance de tir au but. C'est tout un plaisir. On voudrait déjà dire merci à nos autorités qui nous ont soutenus, qui nous ont mis tout en œuvre pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous sommes là, comme le dit pour la première édition, c'est pour fraterniser, pour partager ensemble des moments de joie. Deux prix pour le ministère du Plan et du Développement qui s'impose d'abord aux Jeux de dames grâce à Céa Florent et au handball après avoir disposé de leurs homologues du ministère des Sports 8-7. Au Scrabble, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté peut compter sur la maestria de Kouakou Stéphane. Le jeu de Ludo a été l'affaire du ministère des Sports, vainqueur grâce à Yapi Betty. Au jeu d'Awalé,
Yao Koko Bernard, connu sous le pseudonyme d'Agoulé, son nom d'artiste, permet au ministère de l'Éducation nationale de décrocher le Graal. Dans la vie, il faut savoir faire quelque chose. Il faut savoir jouer quelque chose. On a laissé le football, donc aujourd'hui je suis champion en awalé interministériel. Un ballet des agents des différents ministères avec au premier rang le directeur général des sports a clos cette première édition du tournoi de la cohésion interministérielle. Un mot de santé également dans ce journal, c'est le point Covid. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 87 909 cas de Covid avec 830 décès. Pendant 3 jours de sommet USA-Afrique, le président américain s'est posé en porte-voix de l'Afrique, où il a d'ailleurs promis de se rendre pour convaincre leurs partenaires de leur engagement pour l'Afrique. Les États-Unis ont promis 55 milliards de dollars de coopération publique sur 3 ans et 15 milliards d'accords privés ont été conclus lors du sommet. Et un ambassadeur spécialiste du continent a même été nommé pour s'assurer que tous les engagements seront bien respectés. Les États-Unis réaffirment leur intérêt pour l'Afrique. C'est un document signé Michel Digri. Longtemps accusés de délaisser l'Afrique, les États-Unis ont déroulé le tapis rouge pour une quarantaine de dirigeants africains dans le but de regagner une influence sur le continent. C'est le Premier ministre Patrick Achi qui conduit la délégation ivoirienne à Washington. Dans cette campagne de charme pour séduire des partenaires africains parfois réticents, les États-Unis ont mis la main au portefeuille, promettant de consacrer environ 36 000 milliards de francs CFA à l'Afrique sur 3 ans. En étroite collaboration avec le Congrès, les États-Unis s'engageront à verser 55 milliards de dollars à l'Afrique au cours des 3 prochaines années, dans un large éventail de secteurs, afin de relever les principaux défis de notre époque. Les autorités américaines ont toutefois assuré que ces financements, et plus généralement l'engagement américain, ne serait pas lié à l'attitude des pays africains face à la guerre en Ukraine, à l'heure où nombre d'entre eux refusent de condamner ouvertement la Russie. Il ne s'agit pas non plus d'une compétition avec les autres. Il ne s'agit pas de dire à nos amis et à nos partenaires ce qu'ils doivent choisir. Il s'agit d'offrir un véritable partenariat et, espérons-le, de construire ensemble une dynamique vers le haut et non une dynamique vers le bas. Ce sommet de 3 jours à Washington est censé relancer les relations des États-Unis avec le continent africain, laissé plus ou moins en jachère par l'ancien président Donald Trump au moment où la Chine et la Russie avancent leurs pions sur le continent. Nous voyons également la Russie employer des mercenaires à travers le continent et cela est également déstabilisant. La combinaison de ces activités de ces 2 pays, je crois que cela mérite d'y prendre garde et il est clair que leur influence pourrait être déstabilisatrice. Le président américain est en première ligne de cette offensive pour conquérir le cœur de l'Afrique. La tenue du premier sommet de ce type en 2014 a été un moment décisif pour cimenter un nouveau type de partenariat entre nos nations. Ce partenariat n'est pas destiné à créer des obligations politiques, à créer de la dépendance, mais à stimuler des succès partagés et à créer de l'opportunité. J'insiste là-dessus. Joe Biden a reçu les dirigeants africains à la Maison-Blanche pour un dîner portant un toast à la promesse et au potentiel du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Le président du Sénégal, par ailleurs président de l'Union africaine, Macky Sall, abonde dans le même sens. Nous partageons le même esprit. Nous voulons faire avancer notre programme commun avec vous et faire passer notre partenariat au niveau supérieur dans une approche inclusive, réunissant le gouvernement, le secteur privé, la société civile et la diaspora africaine. Plusieurs accords sont paraphés au cours de ce forum. Ici, les États-Unis signent
un accord régional avec le gouvernement du Niger et du Bénin lors d'une cérémonie organisée dans le cadre d'un forum économique en marge du sommet. Le contrat régional de transport entre le Bénin et le Niger prévoit des subventions de 202 millions de dollars pour le Bénin et 302 millions de dollars pour le Niger. Le groupe Wagner est-il déjà présent au Burkina? C'est en tout cas ce qu'a affirmé mercredi le président ghanéen au cours de son tête-à-tête à Washington avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en marge du sommet États-Unis-Afrique. Au cours de cette entrevue retransmise par la diplomatie américaine, Nana Akufo-Addo a assuré que le Burkina Faso, son voisin du Nord, a conclu un arrangement pour faire à son tour appel à la société de mercenaires russes. Le porte-parole du gouvernement burkinabé, lui, n'a pas souhaité réagir à cette affirmation. Et selon lui, il laisse la responsabilité de ce qu'a dit le président ghanéen. C'est en tout cas ce qu'a répondu Jean-Emmanuel Ouedraogo. L'incendie d'un immeuble près de Lyon, dans le centre-est de la France, a fait 10 morts, parmi lesquels 5 enfants et 14 blessés, dont 4 dans un état grave dans la nuit de jeudi à vendredi. Le feu, dont l'origine est inconnue, est désormais éteint, c'est ce que précise la préfecture. Les flammes sont parties du rez-de-chaussée pour se propager vers les étages. Le sinistre mobilise près de 170 pompiers et 2 d'entre eux ont été légèrement blessés lors de l'intervention. Une enquête devra donc déterminer les causes de cet incendie. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin juste avant de quitter Paris pour se rendre sur place. Et c'est sur ça que je vous quitte pour revenir demain 13h, ici même sur la chaîne qui reste.